Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. 10 juin 1991, 10 juin 2024, plus de 30 ans aujourd'hui que les Congolais ont dit que ce qui nous unit, donc le Congo, est plus fort que ce qui nous divise, nos intérêts personnels qui sont les passions infantile. C'est dans ce contexte que nous réalisons aujourd'hui l'émission De vous à moi pour vous informer sur la journée du 10 juin. Bonjour honorable. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Que représente cette journée pour le Congo-Brazzaville? Bon, merci madame la journaliste. Le 10 juin, c'est un jour décrété, chômé, payé. Et surtout les jeunes ne savent pas pourquoi. C'est la journée de la concordance. On peut dire de la réconciliation nationale. C'est la journée où la conférence nationale a été clôturée. Et cette conférence nationale, dans le déroulement, a fait peur à tout le monde, y compris ceux qui étaient dans la salle, sans oublier ceux qui étaient à l'extérieur, qui suivaient à travers la télé et la radio. Parce que c'était vraiment de l'électricité dans l'air pendant cette conférence nationale, parce que les gens pensaient même que nous arriverons à diviser le pays. Mais pour comprendre cette journée, il va falloir creuser d'abord dans l'histoire de la conférence nationale. En effet, cette conférence nationale dite souveraine était dictée par la France, par une réunion qui a eu lieu en France, la réunion dite de la Bonne, qui a regroupé les chefs d'État africains avec le président français Mitterrand. À cette occasion, la France conditionne l'aide aux pays en développement, donc nos pays africains y compris, conditionne l'aide à la démocratie. Il va falloir que les pays intègrent le rang des démocrates, des pays démocrates, pour que la France fasse l'aide. Des pays où il y a l'élection libre, les pays où il y a la paix, la tranquillité, l'élection libre, la bonne gouvernance, et toutes ces conditions doivent être réunies pour qu'il y ait l'aide de la France. Et comme en ce temps, et jusqu'à aujourd'hui, les pays en développement vivent surtout grâce à l'aide extérieure, l'aide des Occidentaux. Alors, tous les pays africains ont adhéré donc à cela. Tous les pays qui voulaient de l'aide de la France ont adhéré, et le Congo y compris. Bon, mais au Congo, au départ, il y avait juste un problème de formulation. Est-ce que cette conférence va être au sein du parti parce qu'il y avait d'abord une première conférence à l'époque de Marien Ngouabi, hein. Les gens sont souvent oubliés. C'était une conférence du parti. Alors, il y a eu un quiproquo et les syndicalistes ont commencé à faire du bruit. D'accord. Les syndicalistes ont fait du bruit, surtout parce que, comme certains observateurs le disent, le PCT ne voulait pas entendre parler de la conférence nationale. Non, le problème c'était aussi, pas totalement ça, mais le terme souverain. Parce qu'on ne pouvait pas donner la souveraineté à une conférence nationale qui n'est pas l'émanation du peuple. Voilà. Voilà, il y a eu donc des débats comme ça, jusqu'à ce que le président du comité central du Parti congolais du travail, chef d'État, donc le camarade Denis Sassou Nguesso, a pris un décret pour trancher. Parce qu'il était au-dessus de la mêlée en tant que président de la République. Il a tranché pour dire que j'autorise la conférence nationale, qu'elle se tienne, qu'elle soit une conférence nationale souveraine. Et c'est cela qui a
permis que nous nous retrouvons en salle du Palais de Congrès, 1200 participants à cette conférence nationale. Dans quel contexte la conférence nationale arrive ou se tient au Congo? Est-ce que le Congo jouissait d'une bonne santé économique? Tous les pays africains en ce temps-là, il n'y a pas un seul pays qui pouvait lever le doigt pour dire qu'il avait une bonne santé économique. Et c'est ce qui a dû faire que la France en profite. Et ne pas accepter, c'est donc continuer à rester dans la misère. Est-ce qu'on peut dire que la France était un peu jalouse parce que le Congo est colonisé par la France, mais se retrouve avec une politique proche de l'ex-Union soviétique, inspirée de l'ex-Union soviétique et de la Chine aussi? Soit, mais le Congo, quoi qu'il en soit, nous étions un pays qui a vécu comme ça depuis des années. Nous étions sous le régime monolithique, un seul parti, et le parti était un parti État. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'indépendance était encore très fragile? Pourquoi à l'époque il n'y avait qu'un seul parti politique? Ah oui, parce qu'on a eu une mauvaise expérience, une première expérience qui n'avait pas marché à l'époque. Multipartisme. Le multipartisme qui avait créé la zizanie au pays. À l'époque, les années 60, où qui a abouti à la guerre de 59. Donc avec les ténors comme les Youlou, les Massamba Deba, les Lissouba, les Noumazala. Alors, on a vu beaucoup de cadres qui ont été sacrifiés à cause de la mauvaise interprétation du multipartisme de l'époque. On a perdu des grands cadres. Voilà pourquoi on avait un peu peur. Et ce faisant, on a remis les pendules à l'heure. On a pensé que le mono était meilleur. Bon, bien que le mono avait aussi ses bas et ses hauts, mais c'était pire que ce que nous avons vécu vers les années 63, 65 et autres. Bien. Donc, nous avons adhéré, nous avons accepté à aller à la conférence nationale. Oui, vous avez raison. Le Congo était un pays socialiste, disons, un socialiste scientifique, pas bantou comme l'avait voulu le président Massamba Deba, le socialisme scientifique. Donc nous étions à l'aile des pays de l'URSS, la Chine, Cuba et autres. Ça, c'était nos amis politiques. Alors, jalousie de la France, comme vous avez posé la question. Bon, soit, mais au moins, nous étions au mono pendant des années. Alors, chemin faisant, nous avons donc, grâce au décret signé par le président de la République, nous avons donc accepté une conférence souveraine. Mais, malheureusement, Madame la journaliste, on le souligne pour cette nouvelle génération qui est née après la conférence nationale. Arrivé à la conférence nationale, tous ceux qui étaient, même certains caciques du PCT, ont quitté le PCT. Et ils ont donc quitté le bateau avant, pour eux, le bateau devait chavirer. Donc ils ont quitté le bateau pour aller trouver leur virginité ailleurs. Mais comme dit le proverbe africain, Madame la journaliste, le cafard à bout sont imbibés de poudre ou de cendre. Mais la poule ne l'oublierait jamais, ou le coq ne l'oublierait jamais. Il va toujours picoter. Donc, nous sommes arrivés à la conférence nationale avec beaucoup d'intrigues. J'étais conférencier, j'avais 29 ans, j'avais mon association. On s'est retrouvé là-bas avec les camps de détracteurs, les camps de va-t-en-guerre, qu'on appelait les forces de changement. Eux-mêmes, ils se faisaient appeler va-t-en-guerre ou bien c'est votre interprétation de la... C'est mon analyse par rapport à leur comportement dans la salle. C'est un nom fort aussi. Ah oui, ils étaient des va-t-en-guerre parce qu'ils voulaient, on découle ipso facto avec le pouvoir en place
dirigé par le président qui était aussi en place, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que croyez-vous que c'est facile d'agir comme ça? Donc c'était comme un coup d'État constitutionnel. Donc il y avait ce camp-là. Il y avait le camp des légalistes comme nous autres. Mais le PCT avait en ce temps-là, bien sûr le courage, mais des difficultés parce que lorsque un cadre du PCT de cette époque prenait la parole, on huait sur lui. Mais c'est nous, légalistes, on peut dire neutres ou légalistes, qui faisions passer le message. J'étais le porte-parole de mon association, mais à 29 ans, je n'avais pas, je n'avais jamais été affiché politiquement, connu politiquement des hommes politiques. Et c'est comme ça que nous et les autres jeunes avons réussi à faire passer le message de paix, d'orienter les choses vers l'orientation donnée par le décret présidentiel. Et on a évité le pire. Et on a évité le pire aussi parce qu'on a eu un président de la conférence nationale, Monseigneur Kombo, qui a fait l'essentiel d'apaiser. Et chaque fois qu'on dérapait, il rappelait à l'ordre. Parce que c'était des invectives, des injures. On n'avait plus du respect des autorités. Alors, bien sûr qu'on décriait les mauvaises choses, la gabégie et autres. Mais la méthode, c'était l'injure. Ça tendait à l'éclatement. On était comme... il y avait l'électricité dans la salle. Et on savait qu'on est rentré en salle, mais on ne savait pas comment on va sortir et quand ça va prendre fin. Parce que cette conférence a quand même duré 3 mois. D'un mois, on est allé à 3 mois. Oui. Jusqu'au 10 juin. Donc. Alors, en cela, il y a eu des partis créés à la soviète. Il y a eu des partis créés. Le mari et la femme et l'enfant se trouvent, créent le parti. Il y avait un désordre total. Il y avait plus de 100 partis et associations. Alors, des partis claniques. Dans quel contexte ces partis ont été créés vu qu'on parlait du mono? Est-ce qu'ils avaient des récépissés? Est-ce qu'ils avaient... Ils ont eu. À la va-vite des récépissés, des conditions de thé pas trop sévères aussi, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que tout le monde voulait participer. On était 1200 conférenciers de toutes les associations et partis. Mais il y en a qui viennent, vous savez que ça c'est une même famille. Ils représentent leur association, leur parti, ils sont 3 représentant la même famille. Ils sont d'autres partis purement claniques. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, en dehors du PCT qui est un parti national, que ça, personne ne peut le contredire. Même dans la salle de la conférence nationale, c'était les gens de plusieurs tribus qui se retrouvaient dans la salle pour le compte du PCT. Tous les autres partis, la plupart, c'était la région, le village ou la famille. Alors, et c'était des partis sévères. Ils voulaient venir en découdre avec le parti au pouvoir. Ceux qui avaient leurs problèmes particuliers avec le pouvoir ou avec le président de la République. On ne se cache pas, c'était comme ça. Mais c'était sans savoir que le président de la République était un moinet, était un grand notable, un sage. Il a fait un discours qui a agréablement surpris tout le monde. Le discours que d'aucuns, moi y compris, pensent que depuis que je suis en politique, c'est le plus grand, le meilleur discours du président, le discours qui devait être étudié dans des grandes écoles de politique, le discours intitulé « J'assume ». J'assume, oui. Il a assumé ce que ses prédécesseurs ont commis. Il a assumé ce que lui-même, il a commis, parce qu'il lui aussi, et quand on dirige, on peut faire des erreurs. Il a tout assumé. Donc il a prôné ce message-là, nous a pénétré comme une cure de guérison.
tous, on s'était réveillés, comme pour dire, oh, mais nous voulons amener le pays où? Et pourtant, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Tout le monde est arrivé à la raison et c'était un discours ovationné et l'avion conférence nationale a fini par atterrir en douceur. Mais est-ce que ce n'était pas aussi parce qu'il acceptait de laisser le pouvoir? Donc il acceptait un peu de remettre les œufs à la disposition de tout le monde. Est-ce que les gens n'étaient pas un peu apaisés aussi parce qu'il acceptait de partir? Non, il n'a pas accepté de partir comme ça. Il a dit qu'on a accepté la démocratie. Là, il n'avait pas encore dit qu'il partait. Non. Il n'avait pas annoncé son départ. Il a annoncé l'arrivée du multipartisme. Donc, celui que le peuple va faire confiance va gagner. Et il n'aura pas de... même dans les interviews qu'on réalisait au président par les chaînes étrangères, il dit non. Il a accepté la démocratie, donc on va aller aux élections et que le meilleur gagne. Voilà. Et la preuve, le meilleur a gagné grâce à lui aussi parce qu'il a donné ses voix au professeur Lissouba au deuxième tour. Mais il a cédé. Il n'y a pas eu de bruit. Et d'ailleurs, ce jour-là, quand vous voyez le jour de la passation de service, quand il quittait le palais de Plateau pour sa maison à Pilar, mais c'était comme si le pouvoir est reparti avec lui. Parce que tout le monde était derrière et on a laissé le palais vide. Donc c'est pour dire que oui, il a assumé. Quand il a assumé le passé, mais il a assumé ce qui va venir. Donc les élections présidentielles, législatives, il a assumé. Voilà. Pour certains observateurs, le 10 juin a été une belle réussite parce que le 10 juin a un peu permis à tous les fils de la nation qui étaient ce jour, qui ont participé à la conférence nationale, de laver les mains. Mais la conférence nationale en elle-même a été un flop dans le sens où on se retrouve avec deux partis, le Parti congolais du travail qui est social-démocratique et l'UPADES aussi qui est social-démocratique, mais l'un est à la majorité, l'autre est à l'opposition. Tout le monde, comme vous l'avez dit, a accepté de laver les mains. Vous savez, dans notre tradition africaine, quand on lave les mains, donc les rancœurs, les haines sont parties dans l'eau qu'on va renverser. Mais est-ce que ce jour-là aussi, on avait lavé les cœurs? Mais non, le problème, c'est ça. Au plan africain, laver les mains, c'est laver aussi le cœur. Mais à la conférence nationale, est-ce que tous ceux qui ont lavé les mains ont lavé le cœur? C'est la grande question, parce qu'après, on a eu des haines tribales, régionalistes, et la mauvaise gouvernance tant décriée est revenue. Le tribalisme dans les nominations, dans les fonctions, est revenu. Donc c'est comme si on a prêché dans le désert. Et hier, au Mono, nous travaillions avec vous. Mais moi, je n'avais pas le temps de demander d'où viens-tu, qui es-tu. Bon. Et là, aujourd'hui, depuis la fin de la conférence nationale, les choses qui n'étaient pas visibles au Mono sont redevenues visibles. Mais au moins, nous avons lavé les mains. Le geste était fait. Et vous savez, le symbolisme de l'eau, lavement de main. Vous savez, le symbolisme du planting d'arbres. Voilà. Nous avons réalisé tout cela. Et en passant, je vais vous dire que Monseigneur Kombo, qui a bien joué son rôle, mais il a bien joué son rôle aussi parce qu'en privilégiant la religion chrétienne, catholique, parce qu'aujourd'hui, il a réussi à insérer toutes les fêtes catholiques dans le calendrier et que tu sois chrétien, catholique ou pas, bon, nous fêtons. Oui, des journées payées et chômées pour des fêtes que le musulman n'est pas concerné, mais d'autres
tout le monde n'est pas concerné. Il était très intelligent là. C'est peut-être après qu'on a compris que, bien, qu'à cela ne tienne, la conférence nationale a pris fin. On a lavé les mains et ce jour du 10 juin est important. Les générations actuelles doivent savoir que la conférence nationale était chaude, pouvait amener le pays à un déclin, à une déchirure qui serait difficile à réparer et que grâce à la sagesse du président Sassou, grâce à la modération réussie de Monseigneur Kombo, l'avion conférence nationale a atterri en douceur. Le 10 juin, il y a eu lavement de mains et planting d'arbres pour dire que fini, reprenons les choses sous de nouvelles bases. Les bases de la démocratie souhaitée par tous. De la réconciliation, de la paix surtout. La réconciliation, la paix surtout, la paix. Et c'est même le dada du président de la République. C'est même le souhait de tous les Congolais. Aujourd'hui, aucun Congolais ne veut que la paix soit perturbée. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Ibela Ndonga Sengue. Je rappelle que vous êtes homme politique, écrivain, chercheur, historien et surtout vous êtes très intéressé à la culture de notre pays que vous valorisez. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Vous pouvez suivre cette émission quand vous voulez, où vous voulez, sur la plateforme YouTube et sur tous nos réseaux sociaux avec le mot-clé de vous à moi avec Rebecca Deibende. Merci, au revoir.